Bonjour à tous, je m'appelle Marina, j'ai 32 ans, 2 enfants et j'ai vécu quelques petites expériences que j'ai envie de vous partager. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette petite série de vidéos. On parlera la plupart du temps de la santé et de la périnatalité. C'est tout ce qui tourne autour de la grossesse et de l'accouchement. Bon, je vous cache pas qu'il y aura certainement des petits coups de gueule au sujet de la politique parce que j'arriverai pas à m'en empêcher. Voilà, aujourd'hui on va commencer par ma naissance. Avant tout, faut juste que vous sachiez que le but c'est d'informer. Je trouve qu'on manque énormément d'informations sur des sujets très simples comme la santé et l'accouchement. Donc vous verrez au fur et à mesure des vidéos, on va essayer d'aborder des sujets très simples, très précis sur lesquels il faut s'informer. Dernière précision, je ne suis ni médecin ni sage-femme. Je suis juste la druide de mes copines qui me surnomment ainsi parce que j'aime écouter mon corps, essayer de le comprendre et chercher des solutions naturelles avant de me tourner vers les médicaments ou vers le rendez-vous chez le médecin. Si vous êtes déjà naturopathe ou diplômé en médecine chinoise, ce contenu va pas forcément vous apprendre grand-chose. Il va s'adresser à vous plutôt si vous êtes en recherche d'apprendre en fait comment prendre soin de vous ou des autres de manière naturelle. Voilà, on va commencer avec le premier jour de ma vie. On commence en août 1993. Ma mère est tombée enceinte sans vraiment trop le vouloir. Je suis une petite surprise. Mes parents, ils avaient 20 et 22 ans quand ils m'ont accueillie. Ils étaient déjà bien amoureux, presque mariés, travailleurs, mais il leur manquait beaucoup d'informations concernant l'accouchement. C'est pour ça que je suis née dans la souffrance, la précipitation, la violence, la peur. Je m'en suis sortie d'ailleurs presque indemne, avec juste une jaunisse et une clavicule cassée. Voilà, en fait, ma mère a perdu les os 3 semaines avant le terme prévu. Elle s'est rendue à la clinique et en fait, elle n'avait pas de contraction à ce moment-là. Donc pourtant, ça a avancé quand même assez vite parce que 2 heures après son arrivée à la clinique, en fait, elle était déjà en train de pousser. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je pense que le gynéco devait partir en vacances, vu qu'on est en plein mois d'août. C'est dommage. Et en fait, ma mère, elle a à peine commencé à pousser, même pas 10 minutes, qu'elle avait une sage-femme qui lui a grimpé sur le ventre, qui l'a poussé, qui a appuyé de toutes ses forces sur son ventre parce que j'étais peut-être coincée ou en fait, on ne sait pas. Ensuite, le gynéco a pratiqué une épisiotomie donc sur ma mère à vif, sans même attendre une contraction ou même prévenir ou quoi que ce soit. Et donc au final, il m'a même sorti avec des ventouses, si je ne m'abuse. Voilà. Donc pour faire le tableau, je suis sortie avec une ventouse, 2 tours de cordon autour du cou, une clavicule cassée, la jaunisse et une mère traumatisée. Voilà comment j'ai commencé ma vie et avec quel récit d'accouchement je me suis projetée vers la naissance. Donc ça, c'est de l'expérience de ma mère et je trouve que déjà à travers cette expérience, on peut noter pas mal de choses. Déjà, le fait qu'elle ait accouché en clinique privée, ça c'est important de le savoir. En clinique privée, ce sont toujours des gynécos qui font, entre guillemets, l'accouchement, alors que des sages-femmes sont tout à fait capables de le faire. Ça se passe comme ça, tout simplement parce que les gynécos sont payés à l'acte. Donc forcément, dès qu'ils pratiquent un accouchement, une césarienne, une révision utérine ou quoi que ce soit, ils obtiennent de l'argent. Donc c'est la première chose. On peut aussi noter tout de suite le manque total d'informations données aux parents. Moi, ma mère, 32 ans plus tard, elle ne sait toujours pas en fait est-ce qu'on était en danger, elle, moi ou pas du tout. Elle en sait rien. De mon point de vue, par ce que j'ai appris ces derniers temps, il me semble qu'un accouchement qui se passe rapidement, en général, c'est un accouchement qui se passe bien. Alors à mon avis, on était quand même plutôt bien parties toutes les deux. Mais le sort en a décidé autrement. D'ailleurs, je voudrais aussi rebondir sur le fait qu'un premier accouchement n'est pas forcément extrêmement long, la preuve. Bien sûr, elle fait partie des cas très rares, ma mère, qui accouche en 2 heures pour un premier enfant. Mais voilà, c'est un accouchement, on ne sait jamais
ni où on va accoucher, ni comment. Et la nature garde ses surprises. Il y a une chose aussi qui est très importante, c'est ce que ma mère a subi ce jour-là, ça s'appelle une expression abdominale. C'est un acte très violent qui consiste à carrément grimper sur le ventre d'une femme pour appuyer extrêmement fort dans le fond de l'utérus. Et soi-disant que ça aiderait le bébé à sortir. Cette technique, elle est interdite d'utilisation en France depuis 2007. Maintenant, elle est considérée par les hautes autorités de santé comme une violence obstétricale. Donc, au grand jamais, vous ne laissez personne ne vous faire ça. En fait, ça n'a jamais montré d'efficacité et les conséquences, elles peuvent être très graves. On parle de fractures, de plus ou moins graves fractures sur la mère ou sur l'enfant, pour les cas pas trop graves d'ailleurs, et jusqu'à des hémorragies maternelles conséquentes. Donc voilà pourquoi c'est interdit et pourquoi vous ne laissez jamais faire ça sur vous. Ensuite, on arrive au cordon, parce que je vous l'ai dit, je suis née avec 2 tours de cordon autour du cou. C'est ce qui apparemment a justifié le fait de lui grimper dessus, de lui faire une épisiotomie. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des cas encore plus rares que je ne connais pas. En tout cas, un cordon ombilical, ça mesure entre 50 cm et 1,50 m. C'est prévu pour. Les bébés naissent avec des cordons autour du cou depuis la nuit des temps. Il n'y a pas de raison qu'un cordon empêche une naissance. En fait, le cordon, il peut compliquer la naissance quand il est trop court. Un cordon ombilical qui serait vraiment pas assez long, quand le bébé descend, il pourrait entraîner avec lui le placenta. Là, ce serait une urgence vitale, mais dans ces cas-là, on le voit très rapidement puisque la mère, tout de suite, elle présenterait des saignements importants. Voilà, ça c'est le cas le plus grave, ce serait le cordon trop court qui tirerait le placenta en même temps que l'enfant. Après les tours de cordon, il y a une manœuvre assez simple, quand la tête du bébé est dehors, soit les sages-femmes peuvent directement sortir la tête du cordon parce qu'il est quand même assez lâche, soit si elles n'y arrivent pas, que le cordon est déjà trop serré, elles peuvent plaquer la tête du bébé contre la cuisse de la mère. Et à ce moment-là, elles gardent la tête plaquée au niveau de la cuisse, le corps, lui, sort, et ça permet d'éviter les tensions sur le cordon, si on n'arrive pas tout de suite à le dégager. Dans tous les cas, à partir du moment où le bébé a le cordon autour du cou, ce n'est pas du tout une raison pour couper le cordon plus tôt. Au contraire, le cordon ombilical, il ne faut jamais oublier que c'est lui qui donne de l'oxygène. Donc si un bébé qui n'a pas encore pris sa première respiration est oxygéné du coup que par son cordon, on lui coupe cet accès à l'oxygène, ça va pas bien finir. Donc voilà, un cordon, on le laisse en place s'il n'y a pas de raison urgente ou vitale. On laisse le cordon ombilical en place. On peut le laisser même très longtemps, il y a des personnes qui le font même plusieurs jours si on va à l'extrême. Donc aucune précipitation. J'ai déjà vu, entendu ce genre de choses, vite, s'il y a un cordon autour du cou, faudra couper. Non, au contraire. Là-dessus, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Faut que j'évite de toucher ça, je pense, sinon vous allez avoir des bruits bizarres. Voilà. Ah oui, justement, c'est le meilleur argument pour les soignants, cette histoire de cordon autour du cou, pour justifier des interventions médicales. C'est à l'appel, l'épisiotomie, c'est parce qu'il y avait le cordon, la césarienne, c'est parce qu'il y avait le cordon, vous en faites pas, on a pris les ventouses parce qu'il y avait le cordon. C'est la plupart du temps pas forcément nécessaire en fait. En tout cas, je préfère vous donner ce genre d'informations et ensuite, si un jour c'est votre cas, vous pourrez prendre des décisions avec plus d'informations. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. En ce qui concerne l'épisiotomie, alors il y a 32 ans, on n'en est plus là aujourd'hui, heureusement. C'était vraiment présenté aux femmes comme une bénédiction. Alléluia, on va vous éviter les déchirures, mesdames. Grâce au coup de ciseau, vous n'allez pas vous déchirer.
En fait, maintenant, on le sait très bien, je pense qu'on le savait avant, mais qu'on n'avait peut-être pas envie de s'embêter avec ça. Si on laisse le bébé prendre le temps de descendre, ça se passe d'une manière tout à fait prévue par la nature. La tête du bébé descend, ça ouvre un petit peu le passage, ça étire les tissus, ça étire les muscles, ça prépare le terrain. La tête du bébé remonte à chaque contraction lorsqu'elle se termine, puis contraction suivante, ça redescend. Et ça recommence, ça étire les tissus, ça ouvre un petit peu le passage, etc. Ça peut durer comme ça quelques contractions. C'est prévu, c'est fait exprès, ça détend toute la zone pour que ça limite un maximum les risques de déchirure. C'est fait pour, voilà. On sait que dans un accouchement très classique, sans complications, le bébé est bien positionné, il n'a pas la tête en l'air, la femme... Enfin, classique, oui et non. Classique pour moi, ce serait un accouchement où la femme a des positions qu'elle peut prendre des positions tout à fait librement, où elle n'est pas anesthésiée, par exemple. Dans ce cas-là, on sait qu'il y a beaucoup moins de risques de déchirure. Tout simplement parce qu'on laisse le temps et parce que la femme ressent ce qui se passe. Ça s'ouvre, ça se relâche, ça se rouvre, ça se relâche. Et donc, le corps se prépare. Les cas où les déchirures sont les plus graves, ce sont les cas malheureusement de femmes qui sont dans une position pas très adéquate, qui sont endormies au niveau de la zone du vagin, du périnée, et à qui on dit « Poussez madame, poussez très fort, encore plus fort, allez-y, poussez !» Et donc forcément, quand on ne ressent pas et qu'on pousse de toutes ses forces, qu'on ne laisse pas le temps au corps de s'étirer, ça peut faire des déchirures graves. Je vous parle bien sûr de cas où tout va bien. C'est-à-dire qu'un bébé qui serait très mal positionné ou qui arriverait je ne sais pas comment, peut-être même pas en siège, mais plutôt avec la tête en l'air, ce genre de choses, il pourrait très bien déchirer sa mère, même si elle est à quatre pattes et même si elle prend le temps. Ce qui est sûr, c'est que quand on laisse faire le corps et qu'on écoute son corps, les déchirures, même quand elles arrivent, parce qu'elles arrivent quand même régulièrement, elles sont pas du tout graves. Généralement, c'est des plaies superficielles qui peuvent soit se guérir toutes seules, donc on met pas grand-chose, bon, un peu d'argile ou quoi que ce soit, mais vraiment, des fois, un point ou deux suffisent. Voilà, là, c'est vraiment remettre un peu le cas des déchirures, de l'épisiotomie, c'est quand même assez... Enfin, moi, je trouve ça assez violent de se faire découper comme ça, alors qu'on pourrait juste attendre de voir si le passage se fait tout seul. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on va même pas... Je pense qu'il n'y a même pas de sujet à faire dans le contexte de ma mère au niveau du consentement. C'était pas l'idée à l'époque, du tout. Aujourd'hui, heureusement, on vous pose beaucoup plus la question quand vous êtes en clinique ou à la maternité de l'hôpital. On va vous demander quand même, est-ce que je peux vous regarder, est-ce que je peux faire un examen, etc. À l'époque, on voit bien que ma mère, elle a eu le choix de rien. On lui a un peu fait ce qu'ils avaient envie et voilà. Que vous dire d'autre ? Ah si, quand même, le gynéco, donc je vous en ai reparlé il y a pas longtemps pour préparer cette petite vidéo. Et elle m'a dit, je ne le savais pas, mais que le lendemain, le gynéco est quand même passé la voir et il s'est excusé. Et il lui a dit, je suis désolée, je comprends pas. En général, les clavicules cassées, c'est souvent sur des gros bébés, sachant que je faisais 2,8 kg. On parle en général de gros bébés à partir de 4,4 kg, quoi, quelque chose comme ça. Et voilà, donc même lui, il s'est excusé le lendemain de m'avoir cassé la clavicule. Donc je pense qu'il a dû peut-être aussi se rendre compte que l'expression abdominale n'était pas appropriée. Je ne sais pas, on ne le saura sûrement jamais. Mais c'est un exemple parmi énormément d'autres, malheureusement. Ma mère, 4 ans plus tard, elle a refait un enfant. Et elle a donné naissance du coup à mon frère dans le même établissement, sauf que cette fois elle est arrivée, elle avait la tête de mon frère dans le couloir entre les jambes.
Donc personne n'a eu vraiment le temps de s'occuper d'elle. Je pense que c'était mieux pour elle cette fois-ci. Et le aussi, on a quand même eu le temps de lui dire non, non, madame, je suis toute seule. C'était une sage-femme qui était toute seule dans le service ce jour-là. Et elle lui a dit, je suis toute seule, attendez, n'accouchez pas maintenant. Et sauf que, c'est un petit peu dérisoire. On ne peut pas, bien sûr, se retenir d'accoucher, surtout une fois que la tête est là. C'est d'ailleurs... ça me donne envie de vous parler de Michel Audin. C'est le grand maître de la physiologie de l'accouchement qui vient de décéder là au mois d'août 2025. Et lui, il dit que l'accouchement, c'est comparable au sommeil ou au besoin d'aller à la selle. Il explique que c'est un processus involontaire, un processus naturel involontaire, c'est-à-dire qu'on peut le favoriser ou l'entraver. Je vous prends l'exemple du sommeil, on peut vous empêcher de dormir, on peut essayer de vous empêcher de dormir. Au bout d'un moment, vous allez forcément sombrer parce que c'est physiologique, vous en avez absolument besoin. Et dans le cas contraire, vous pouvez favoriser votre sommeil. Vous éteignez la lumière, vous fermez vos yeux, vous mettez sous la couette allongée, vous favorisez ce processus involontaire. Pour aller à la selle, je vous fais pas de dessin non plus, vous pouvez vous retenir, sauf qu'il faut quand même à un moment donné que ça sorte. Eh bien, l'accouchement, c'est pareil, c'est un processus qu'on peut entraver, qu'on peut favoriser. Mais sauf que là, dans le cas de ma mère, quand le bébé est entre les jambes, on ne peut plus trop faire marche arrière. Et ça va être du coup le but des vidéos suivantes, en tout cas pas la suivante, mais peut-être d'autres qui viendront plus tard. Comment favoriser justement un accouchement, comment surtout éviter de l'entraver, parce que c'est souvent ça qu'on fait. Même si on ne sait pas vraiment comment le favoriser, le problème c'est que la plupart du temps, on le freine. Et ça, c'est bien dommage. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous expliquer. Voilà, le décor est planté. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Si c'est pas le cas, au moins que vous ne vous êtes pas ennuyés. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler des intestins. Et vous verrez, cet organe aussi, il va nous montrer qu'il vaut mieux prévenir que guérir.